Ça, c'est une petite erreur de la diapo. Donc maintenant, on arrive à, la définition. Donc on a vu la physiopathologie. Maintenant, on arrive à la définition justement des syndromes coronaires aigus. Donc la définition du syndrome coronaire aigu, il faut savoir que c'est un faisceau d'arguments. Donc vous avez la première des choses, des symptômes cliniques. La première des choses, c'est des symptômes cliniques en rapport avec une ischémie myocardique, c'est-à-dire des douleurs thoraciques ou autres symptômes qui évoquent une atteinte cardiaque ischémique. La deuxième des choses, c'est la modification d'un ECG, c'est-à-dire l'apparition d'un ST+, c'est une élévation du segment ST, ou bien l'apparition d'un ST-, donc un abaissement du segment ST, ou bien des modifications de l'onde T, des modifications du QRS, etc. C'est-à-dire des modifications ECG donc, qui évoquent une atteinte myocardique ischémique. Que ce soit donc des segments ST ou bien l'apparition d'une onde Q, ou bien des modifications avec fragmentation des QRS, etc. L'autre argument, vous avez la mise en évidence donc d'un problème à l'imaging. Souvent, c'est l'échographie cardiaque, c'est-à-dire quand vous faites par exemple l'échographie cardiaque, il y a comment dire, donc il y a des troubles donc il y a des troubles segmentaires de contraction myocardique qui évoquent justement une atteinte ischémique localisée. Et bien sûr, ce qui va confirmer, on va dire, le diagnostic qu'il y a un thrombus, c'est quand vous faites par exemple une coronarographie ou bien une autopsie, donc selon les cas, vous aurez un thrombus intra-coronarien, donc selon la coronaire atteinte. Donc c'est ça la définition, on va dire, globale d'un syndrome coronarien. Et bien sûr, tout ça, donc l'un de ces critères-là, il est bien sûr associé à une élévation des troponines. C'est-à-dire le syndrome coronaire aigu, c'est tout d'abord une élévation de troponine, c'est-à-dire il n'y a pas on va dire, s'il n'y a pas de troponine élevée, ça veut dire qu'il n'y a pas de nécrose myocardique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ischémie myocardique, il n'y a pas de nécrose. Donc, sans élévation de troponine, ce n'est pas un syndrome coronaire, sans élévation de troponine, ce n'est pas un infarctus myocardique. Ça peut être un syndrome coronaire, mais ce n'est pas un infarctus myocardique. Donc, le critère, on va dire, obligatoire pour parler d'un infarctus du myocarde, c'est l'élévation de troponine. Donc, selon, on va voir après les algorithmes de 1 heure ou bien 2 heures. Cet argument-là obligatoire, il est associé au moins à l'un des critères qu'on vient de citer, c'est-à-dire une symptomatologie concordante, un ECG concordant, une imagerie concordante ou bien une angiographie concordante. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça, cette diapo. Je ne sais plus. Donc, il y a un problème sur la diapo, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Voilà, donc une fois qu'on a vu la définition de... Voilà. Donc une fois qu'on a vu la définition de l'infarctus du myocarde, élévation de troponine avec au moins un des signes qu'on vient de citer, il faut savoir que
La nécrose myocardique, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, il est divisé en plusieurs sous-types. Le premier type, donc c'est le type le plus connu, c'est-à-dire c'est un infarctus du myocarde qui est survenu justement par obstruction des artères coronaires par plaque d'athérome, et qui va donc soit c'est un ST+, soit c'est un ST-. L'essentiel, c'est une plaque d'athérome qui a obstrué soit complètement ST+, soit d'une manière partielle dans l'ST-, et qui a induit une minute, hein. Excusez-moi une minute. On a commencé. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on a commencé ou non. Oui, on a commencé. Donc voilà, donc je disais, l'essentiel est une obstruction partielle ou complète de l'artère coronaire qui a induit justement une nécrose myocardique. Donc ça, c'est pour l'infarctus type 1. Vous avez l'infarctus type 2. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément, donc ça peut exister une plaque d'athérome, mais elle n'est pas la cause directe de ce syndrome coronaire, de cet infarctus, mais plutôt, il y a la règle ici, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre les apports et les besoins. Donc, c'est ça la règle en matière de syndrome coronaire type 2. Donc, soit il y a une diminution des apports, soit il y a une augmentation des besoins. Donc, vous allez deviner que ce qui peut causer un infarctus du myocarde type 2, c'est dans le cadre de diminution des apports, tout ce qui est anémie, tout ce qui est hypoxie, tout ce qui est état de choc, peu importe l'origine, intoxication au monoxyde de carbone par exemple, intoxication au cyanide, etc. Donc tout ce qui peut diminuer l'apport en oxygène au myocarde peut induire un syndrome coronaire donc de type 2 avec infarctus. Par contre, dans l'autre côté, l'augmentation des besoins, vous avez tout ce qui est tachycardie, que ce soit une tachycardie sinusale importante, que ce soit des troubles du rythme ventriculaire, des troubles du rythme supraventriculaire, etc. Vous avez aussi tout ce qui est hypertension artérielle, c'est-à-dire le cœur il est en train de chasser le sang contre des pressions dans l'aorte, etc., qui est très importante, c'est-à-dire il fait des efforts importants. Dans ces cas-là, vous aurez un donc, vous aurez une augmentation de la demande en oxygène importante du myocarde qui dépasse, qui dépasse justement ce que le cœur peut apporter comme oxygène, et donc il y aura un syndrome coronaire aigu. Et bien sûr, dans les deux cas, ça peut être des coronaires saines, comme ça peut être des coronaires qui ont des plaques d'athérome donc qui aggrave justement ce problème-là de déséquilibre entre apport et besoin, comme ça peut être aussi une autre origine d'occlusion plus ou moins complète des artères coronaires, comme par exemple donc la dissection aortique qui va disséquer les artères coronaires, ou bien une étiologie qui est rare, qui est donc les emboles coronaires, ou bien une dysfonction carrément de la microcirculation coronaire. L'essentiel, il y a un problème entre apport et besoin. Il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, il peut être soit un problème d'apport, soit un problème de besoin, avec plus ou moins une atteinte des coronaires, qui n'est pas justement une plaque d'athérome significative. Voilà. C'est ça les deux types, on va dire, les plus importants à connaître. Par contre, il y a un type 3, c'est quand vous avez donc un syndrome coronaire présumé ou bien confirmé par l'autopsie. C'est-à-dire c'est un patient qui est décidé par donc douleur thoracique aiguë, il est décidé avant de pouvoir doser les troponines, etc.
Donc, soit on dit que c'est probablement un syndrome coronaire parce qu'il avait des douleurs thoraciques avec arrêt cardiaque, soit on le confirme par une autopsie, mais dans les deux cas, ça reste sans dosage de troponine, donc c'est un type 3. Vous avez le type 4, c'est un syndrome coronaire, on va dire c'est une complication de l'angiographie, c'est-à-dire un patient qui a fait une angiographie pour X raisons, pour douleur thoracique, etc. Et il y a un infarctus qui est apparu en post-angiographie. Et le type 5, c'est une complication de pontage coronaire. C'est-à-dire il y a eu un infarctus en post-pontage coronaire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vient de dire. Vous avez le type 1 ici, donc vous avez un patient qui a fait une rupture de la plaque d'athérome, donc soit une rupture avec obstruction complète, donc c'est un ST+, soit une rupture avec une obstruction partielle, c'est un ST-. Dans les deux cas, ça reste un syndrome coronaire type 1. Dans le type 2, comme on a dit, donc ça peut être une plaque. Donc, ça peut être une plaque athéromateuse qui ne s'est pas rompue et qui n'est pas responsable, on va dire, d'une manière directe de ce syndrome coronaire aigu. C'est-à-dire, le patient, quand il était bien équilibré, il n'avait pas. On va prendre, par exemple, l'exemple d'un patient qui fait un OAP. Donc, ce patient-là, déjà, OAP, on va dire d'autre origine que l'infarctus. C'est-à-dire, le patient, il était déjà stable avec cette plaque-là. Peut-être il avait de longueur d'effort, etc., mais il n'a pas fait d'infarctus, n'a pas fait de syndrome coronaire. Et puis, hop, il fait un OAP. Donc, il fait un OAP, par exemple, sur un pic de tension. C'est-à-dire, il fait une urgence, on va dire, hypertensive, type OAP. Et donc, OAP, donc, comme vous savez, il y a une diminution de l'oxygénation. Donc là, on a déjà une diminution de l'oxygénation due à cette OAP et on a une augmentation de la demande en oxygène parce que vous avez de l'HTA aigu. C'est-à-dire on a un facteur de diminution de l'apport et un facteur d'augmentation des demandes. Et puis, dans ce cas-là, le patient va commencer justement à faire un syndrome coronaire parce que cette sténose-là, elle va aggraver cette diminution d'oxygène. Donc, vous imaginez un patient qui a une dette en oxygène à cause de l'OAP, vous rajoutez cet obstacle-là, cette plaque-là, donc automatiquement, elle va aggraver la dette en oxygène et donc elle va aggraver le déséquilibre et ça va induire justement un syndrome coronaire type 2, mais ce n'est pas la plaque qui s'est rompue, ce n'est pas la plaque qui a induit directement ce syndrome coronaire aigu. C'est la même chose quand vous avez un vasospasme. Donc, ce qu'on appelle par exemple l'angor de Prince-Vital, c'est-à-dire c'est un vasospasme des artères coronaires qui peut, s'il tarde dans le temps, c'est un vasospasme qui reste longtemps, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures par exemple, il peut induire donc une nécrose myocardique, mais quand on fait une coronarographie, les artères coronaires sont saines. Il n'y a pas de plaque d'athérome. Donc, ça reste dans le cadre de type 2. C'est la même chose quand vous avez une dissection des artères coronaires. Voilà. Et dans les cas, on va dire, les plus rares, c'est quand vous avez des artères coronaires saines, c'est-à-dire il n'y a pas ni thrombus, ni dissection, ni plaques non rompues, etc. Mais vous avez des artères normales, mais un patient qui a fait une dette en oxygène, par exemple, très importante dans le cadre d'un choc, par exemple, très prolongé, c'est-à-dire il y a une diminution importante et prolongée de l'apport en oxygène dû à cet état de choc, à un certain moment, ça va induire donc un syndrome coronaire aigu par diminution d'apport en oxygène dû à une hypoperfusion coronaire à cause d'un état de choc qui a tardé dans le temps. Voilà. Donc, 1 minute parce qu'il y a eu un problème avec cette. Voilà, donc ça c'est 1 minute, je vais juste modifier cette diapo.
Là, non. Pourquoi ça déconne sur la tablette? Euh, voilà, donc je supprime ça. Je vais la relier comme ça peut-être. Voilà, on s'en fout. Très bien. Là, lire, je cours, voilà. Donc ça, c'est une diapo qui récapitule justement les causes possibles dans le syndrome coronaire aigu type 2, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde type 2. Donc vous voyez que les étiologies sont vraiment, il y en a beaucoup, elles sont fréquentes. Donc vous avez tout ce qui est donc choc septique, vous avez donc l'embolique donc coronaire, vous avez les bradycardies extrêmes soutenues, les tachycardies extrêmes, donc les anémies sévères, l'insuffisance cardiaque, la myocardite, pardon, le Takotsubo, etc. Donc vous avez vraiment beaucoup d'étiologies qui soit augmentent la demande en oxygène, soit diminuent la perfusion, soit diminuent donc l'apport en oxygène, soit les deux en même temps, avec ou sans atteinte de la microcirculation coronaire ou bien des artères coronaires d'une manière plus ou moins importante. Ce que je vous demande, c'est surtout justement de comprendre ce principe, parce que les étiologies elles sont fréquentes, mais si vous comprenez donc le principe, vous allez deviner que, donc, quand vous raisonnez devant un patient, vous allez deviner que ce patient-là, il fait probablement un syndrome coronaire aigu justement par euh, type 2, à cause d'un état de choc, par exemple, etc. Et dans tous les cas, vous devez, et même ce que va vous dire, par exemple, le cardiologue, etc., il va vous dire qu'il faut tout d'abord stabiliser votre patient euh, sur l'étiologie. Par exemple, je reprends le cas de tout à l'heure, vous avez un OAP, il y aura probablement, donc vous allez probablement tout d'abord stabiliser votre OAP en lui donnant de l'oxygène, en le mettant sous CPAP, etc., pour que vous puissiez, on va dire, réévaluer après, pour dire est-ce que c'est un infarctus type 1 ou bien un infarctus type 2. Et bien sûr, par exemple, dans le cadre de l'OAP, ce n'est pas toujours simple à faire parce que l'OAP, ça peut être dû à un syndrome coronaire aigu et le syndrome coronaire peut être dû à un OAP, etc. Donc, ce n'est pas toujours simple à faire. Là, c'est surtout les faisceaux d'arguments, on va dire surtout en matière de CG, parce qu'il y a vraiment un aspect plus franc ou bien c'est un aspect moins. Et vous allez voir aussi à l'interrogatoire, est-ce que le patient il a commencé à avoir des douleurs thoraciques avant l'OAP ou non, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça reste à discuter parce que l'un peut induire l'autre. Donc maintenant, on va dire juste un petit mot sur une entité particulière, ce qu'on appelle donc les MINOCA. Donc c'est-à-dire que c'est des infarctus du myocarde. Sont, c'est des infarctus de myocarde sans lésions de coronaire bien visibles. C'est-à-dire il n'y a pas de plaque d'athérome, etc. Ça ressemble à l'infarctus du myocarde type 2. Donc, même ils partagent comme ça des étiologies, etc. Mais on va dire globalement, la différence entre les deux, c'est que le ménocarde, ça veut dire que vous avez fait déjà une coronarographie et qu'elle n'est pas en faveur d'un syndrome coronaire type 1. C'est-à-dire que vous avez fait votre coronarographie et elle est revenue, par exemple, négative. Donc, vous allez conclure que votre patient est en train
faire une nécrose myocardique d'une autre origine que une occlusion, par exemple, par une plaque athéromateuse. Par contre, dans le syndrome coronaire type 2, on peut poser le diagnostic, donc de présumer que c'est un syndrome coronaire type 2, même sans avoir fait, euh, une coronarographie forcément, dans le cadre, par exemple, des états de choc sévères. Le patient, on va dire, il est en état de choc septique. Vous voyez qu'il commence à faire un ST- diffus, par exemple. Vous allez dire que probablement cet ST- il est dû à un syndrome coronaire de type 2. C'est la même chose quand le patient fait une tachycardie extrême. Donc, je ne sais pas, mais je pense que vous avez remarqué tous, si vous voyez beaucoup de CG, c'est que à chaque fois le patient fait une tachycardie, par exemple, sur une fibrillation atriale, souvent il y a un S témoin qui accompagne cette tachycardie et qui disparaît justement lorsque cette tachycardie se ralentit. Donc cet S témoin, il est dû à une ischémie sous-endocardique induite justement par cette tachycardie. Et si bien sûr, au début, ça va être une ischémie, et si ça tarde dans le temps, ça va devenir justement une nécrose myocardique.